Bonsoir à tous et à toutes. On est très heureux d'accueillir ce soir Yves Pagès chez Caribde. Yves est donc auteur, a publié une dizaine de fictions et essais, et il dirige également les éditions Verticales. Et donc on le reçoit aujourd'hui pour la parution de son récit Souviens-moi aux éditions de l'Olivier. Donc je vais introduire le livre et puis on va vous en faire une courte lecture. Donc c'est un texte qui est dédié à l'improviste. Donc Souviens-moi, c'est à la manière d'un puzzle, un texte qui est constitué de à peu près 270 fragments qui, après le titre Souviens-moi, commencent tous par de ne pas oublier. J'ai relu récemment dans Un homme qui dort de Georges Perec, et dans Un homme qui dort, le narrateur dit qu'il a la sensation d'avoir un lac au milieu du cerveau. Et donc c'est à une étendue d'eau aussi à laquelle on peut penser quand on lit Souviens-moi. Une étendue d'eau dans laquelle les souvenirs remonteraient vers la surface comme des bulles. Et donc Yves Pagès les capture au moment où elles arrivent et elles éclatent à la surface de l'eau, à la surface de la mémoire consciente. Donc il attrape ces fragments qui sont remontés d'un océan d'oubli. C'est des aperçus de quelques lignes qui sont récents, très anciens, qui s'étaient échappés, et puis qui tout à coup comme ça reviennent furtivement et qu'il faut capturer avant qu'ils ne disparaissent à nouveau. Donc Souviens-moi, c'est une tentative pour dissiper le blanc et pour contrer l'oubli. Alors ces fragments, ils sont comme des petits récits qui sans cesse se font écho. Et puis ils forment à la fois un autoportrait et puis le portrait d'une époque en forme de puzzle. Donc il y a à la fois des souvenirs intimes qui sont drôles, tristes. Il y a des souvenirs de la guerre des grands-parents, des souvenirs des parents, des souvenirs de la disparition de proches, des anecdotes familiales, des rencontres, des histoires de séduction. Et puis, comme dans ses autres livres, notamment Le Théoriste, dont je vais parler aussi, qui a une grande proximité avec celui-ci, j'ai bien dit Le Théoriste. Sans air. Yves Pagès donc articule avec talent les traces que laisse dans la mémoire à la fois l'intime et l'histoire individuelle et le collectif. Donc il y a le souvenir des années 70, le spectacle souvent déprimant de la rue, les injustices sociales, la précarité, avec une conscience aiguë de la chose politique et de la collectivité. Le ton est souvent humoristique, très drôle, parfois insolent, rageur, à la fois triste, léger, profond. C'est un très beau livre et qui donne envie de relire Les Nouvelles en 3 lignes de Félix Fénéon. Ça m'a rappelé aussi le précis de médecine imaginaire d'Emmanuel Venet, notamment quand tu évoques ta mère, les idiosyncrasies de ton père ou encore les appellations impénétrables des maladies infantiles. Bref, c'est un texte très attachant d'un amoureux des mots et des jeux du langage qui repêche ses galets de mémoire avec beaucoup d'acuité, de profondeur et de fantaisie. Ben merci. Hein. Voilà, on va lire des extraits. Merci beaucoup. Il faut se souvenir donc à chaque fois il y a Souviens-moi en fait juste avant. Hein, c'est ça. Donc, de ne pas oublier qu'à force de collectionner les maladies infantiles et leurs appellations horriblement savantes, scabiose galeuse, ténia saginata, gastroentérite, varicella zoster, parotidie tourlienne, eczéma atopique, staphylocoque doré, j'ai longtemps craint le jour fatidique où, en ayant épuisé la liste, je n'aurais plus d'autre choix qu'entre la peste et le choléra. De ne pas oublier qu'à l'âge de 8 ans, face à une petite cousine d'à peine 24 mois, il paraît que j'ai touché le haut de son crâne en posant cette drôle de question aux oracles familiaux. Il y a déjà de la mémoire là-dedans ? De ne pas oublier que lors d'un récent salon du livre à Alger, parmi les titres censurés d'office par les contrôleurs chargés de filtrer à l'aide de mots-clés les publications occidentales d'importation, figurait en bonne place la Bible du PC, un manuel d'informatique grand public soupçonné de prosélytisme, soit évangélique, soit communiste, ou pire encore, les deux à la fois. De ne pas oublier des meringues chocolatées qui, sur le présentoir des boulangeries, s'appelaient encore tête de nègre au début des années 80, comme le songe creux d'un fatalisme colonial pourtant révolu depuis l'année de ma naissance. De ne pas oublier qu'en cette matinée du 14 juillet, place de la Bastille, une fois tapé mon code secret sur le clavier de l'automate bancaire, puis validé le retrait de plusieurs fois 20 €, la machine ne m'a rien délivré du tout, sauf un ticket m'annonçant un solde débiteur de 1789 €, soit un découvert d'un montant, mnémotechnique, maintenant que je sortais des brumes ensommeillées d'une sieste commémorative.
De ne pas oublier le magasin de maroquinerie qui ouvrait et baissait son rideau de fer face à la fenêtre de ma chambre d'enfant, ni son enseigne jaune où s'inscrivait en grosses lettres noires « Yves, gros, demi-gros, détail », tout un programme dont je mesure mieux aujourd'hui le défi poétique. De ne pas oublier qu'à partir de 1943, mon père ayant fait circuler sous le manteau des tracts bilingues prônant la désertion des camarades de la Wehrmacht, ses appels à la fraternisation révolutionnaire lui ont valu d'être pourchassé par la milice pro-nazie, puis par la résistance anti-Bosch, et que cette légende familiale a dû m'initier très tôt à l'inconfort du libre arbitre entre le marteau et l'enclume. De ne pas oublier que si près de 3 millions de lettres de dénonciation furent envoyées pendant l'occupation par de zélés informateurs, les antennes départementales de la Caisse nationale des allocations familiales, CNAF, en ont reçu plus de 3000 au cours de l'année 2011, rédigées et signées sous couvert du même anonymat par tel bon français ou tel honnête contribuable. De ne pas oublier que, outre le dépit rageur de s'être fait repérer en flagrant délit par une caméra de surveillance, puis fouillé par un vigile à la sortie de Monoprix, puis rudement tancé dans le bureau du chef de la sécurité, ma fille d'à peine 12 ans au moment des faits allait devoir supporter une dernière épreuve, m'avouer que son larcin au rayon lingerie consistait en un string de taille XXL. De ne pas oublier cette remarque paternelle, assonnée dès avant ma puberté, qui voulait que la durée moyenne du coït corresponde peu ou prou à l'échelle de cuisson des œufs dans l'eau bouillante, à la coque, mollet ou dur. De ne pas oublier que, non loin des studios montreuillois où Méliès s'était amusé vers 1900 à balancer une fusée dans l'orbite droite de la face lunaire, le réalisateur Gatti a été visé en pleine gueule puis éborgné par le tir de flashball d'un agent de la BAC de Montreuil le 8 juillet 2009 et que je ne sais pas trop quoi faire de ce rapprochement entre illusion d'optique et cinéma du réel. De ne pas oublier que parmi tous les muscles de l'anatomie humaine, le plus puissant est celui baptisé petit zygomatique, qui exerce aux commissures labiales la pression des mâchoires, nous permettant ainsi de hacher notre pitance quotidienne, de remâcher la double articulation de nos paroles, mais surtout à mots couverts et pommettes rentrées, de sourire en coin. De ne pas oublier que le garagiste qui m'a vendu, puis réparé, plus d'une quinzaine de mobylettes d'occasion, Solex, Peugeot, Chao, Motobécane, tenait boutique non loin de la gare de l'Est, au 6 de l'impasse du Désir, l'adresse la plus mnémotechnique qui soit en cas de panne. De ne pas oublier que sous le régime vichiste, les juifs de tous âges étaient cantonnés au dernier wagon du métropolitain. Ma grand-mère, institutrice, avait pris l'habitude, en accompagnant sa classe au ciné-club, au zoo ou au musée, de faire monter l'ensemble des élèves en queue de rame, sans trier parmi eux les blouses pourvues d'étoiles jaunes. De ne pas oublier que la ritournelle fétiche de mes 13 ans, Porquet et Vas, ne signifie pas pourquoi tu vis, mais plus concrètement parce que tu t'en vas, malentendu levé il y a peu et dont l'écart de signification reste à creuser. De ne pas oublier que Véronique, la jeune femme qui m'a tendrement dépucelé, avait dû faire exception à ses préférences homosexuelles, sans m'en rien confier avant, sans n'y rien changer après. De ne pas oublier qu'en arabe dialectal, Araga signifie littéralement ce qui brûle et que, de proche en proche, par quelques déplacements populaires du sens, le même mot s'est mis à désigner ces migrants clandestins qui ont dû brûler leurs papiers d'identité avant de traverser la Méditerranée sur quelque embarcation d'infortune. De ne pas oublier que, parmi les pensionnaires de cette maison de retraite à Drancy, conviés à reproduire certains monuments de leur ville de résidence sous forme de maquettes en carton, la moins âgée, une sexagénaire encore pimpante, avait choisi de fabriquer la réplique exacte d'une allée du cimetière local avec quelques tombes en rang d'oignons, dont le modèle réduit de la sienne où elle avait inscrit au feutre noir « Ma dernière demeure ». De ne pas oublier que parmi les conquêtes amoureuses de Georgia, ma soi-disant marraine et nounou plutôt volage, j'ai compté pas moins de 4 conducteurs de bus, séduits par cette habitude de la ligne 38 qui leur faisait parfois la causette des matinées entières, d'un terminus à l'autre, avant que ces chauffeurs de la RATP ne finissent par demander leur mutation sur un parcours diamétralement opposé. De ne pas oublier qu'en avril 2007, les théologiens du Vatican ont aboli d'un trait de plume l'existence supposée des limbes, ces centres de rétention entre l'enfer et le paradis où croupissaient les âmes des nourrissons décédés avant d'avoir eu le temps d'être baptisés en bonne et due forme. Alors que sur Terre, d'autres autorités morales multipliaient d'autres limbes, maintenant en éternel transit les migrants sans baptême douanier entre le tiers-monde sacrificiel et l'Eldorado occidental. De ne pas oublier que mourir ne prend qu'un R, parce qu'on ne meurt qu'une fois, même si nourrir n'en prend que 2, alors qu'on devrait avoir la bouche pleine de ce R à chaque repas. De ne pas oublier que sans la faculté d'oubli,
nous ne serions qu'archives mémorielles en tout et pour tout, à tel point saturés par l'omniscience du passé qu'il ne resterait dans nos zones de stockage neuronal plus aucun espace libre pour penser à vivre la suite. De ne pas oublier que, pendant le chantier d'aménagement d'une piste cyclable et d'un double couloir de bus sur le boulevard Magenta, un panneau d'affichage municipal installé près du métro Barbès-Rochechouart avertissait les riverains de la goutte d'or de la nature des travaux en cours, création d'un espace civilisé. De ne pas oublier que par 2 fois, ma défunte mère a bien failli brûler vive, prisonnière des flammes dans le cul-de-sac enfumé de notre cuisine, suite à un accident de friteuse, et que la scène repasse sous mes yeux à chaque fois que je retombe sur l'expression « ne pas mettre de l'huile sur le feu ». De ne pas oublier que dès l'automne 77, dans mon bahut, les pionniers du punk arboraient la panoplie idoine, épingles à nourrice, bretelles tombantes, cheveux gominés fluo et vestes graffitées de seconde main, mais que par la suite un certain François K., lycéen à demi-british par son père, avait surclassé ses recopieurs bêtes et disciplinées en inaugurant son propre code vestimentaire, haut et bas de pyjama, ainsi que pantoufles et pieds nus. Modèle unique de provoque qui, l'air de presque rien, épatait les plus blasés d'entre nous, et moi le premier, hanté depuis si longtemps par ce cauchemar récurrent, sortir sans m'être habillé et m'exposer ainsi au pire des ridicules. De ne pas oublier qu'en France, 86% des filles de moins de 6 ans ont déjà une identité numérique sur les réseaux sociaux d'Internet, tandis qu'au Mali, la même proportion d'enfants de sexe féminin n'est scolarisée nulle part. De ne pas oublier, entre autres, lapsus de ma fille noté sur le vif durant mes dernières vacances d'été, ces 3-là qui m'ont durablement marqué. J'ai des proches sous les yeux, il n'y a pas de quoi être frère. T'es contre l'égalité des sectes ? De ne pas oublier que certains hivers, pour cacher la honte d'être obligé de me rendre au collège en après-ski, j'ai survécu au ridicule en prétendant que ces affreux godillots étaient garantis peau de bébé phoque. Et qu'une fois au lycée, j'ai abusé du même stratagème pour devancer les moqueries à propos des manches trop courtes de mon blouson simili-cuir, en affirmant du tac au tac qu'il était 100% peau de bébé Sky. De ne pas oublier que, lors d'un récent colloque sur l'œuvre de L.F. Céline, face à un octogénaire prenant le micro pour accuser les organisations juives internationales d'avoir voulu la guerre, j'ai perdu mon sang-froid et traité le vieil emmerdeur de doublure lumière de Forisson, faute d'avoir été prévenu par les organisateurs que l'intervenant aux cheveux blancs n'était autre que l'incurable négationniste Robert Forisson en personne, pris au dépourvu par l'ingénuité de ma riposte ad hominem. De ne pas oublier qu'aucun de ces souviens-moi ne respecte les 140 caractères maximum de la messagerie Twitter, sauf celui-ci. Ben merci encore. De rien. Donc ce qu'on voit, c'est que Souviens-moi, c'est un portrait en forme de puzzle dans lequel il y a des souvenirs de nature très différentes qui sont tissés les uns avec les autres, qui sont soit mélancoliques, tristes, qui sont parfois franchement comiques, qui sont à la fois personnels, individuels et puis collectifs. Donc je me demandais en fait si c'était le fruit du hasard ou s'il y avait une volonté de construction. Ben, en fait, dans l'évolution de l'écriture de ce qui allait devenir un livre, mais c'était pas sûr que ça devienne un livre. C'est-à-dire dans les premières séries en fait que je les ai mises sur mon blog. Et alors les séries, il y avait déjà dans les séries, c'était toujours par 5, 6 ou 7. Il y avait déjà la construction de choses qui pouvaient être très personnelles, liées par exemple à la mort de ma mère, ou à des choses comme ça, ou à certains épisodes grotesques, mais sympathiquement grotesques, de la vie de mon père, etc. Et il y avait aussi très vite, il y a eu par exemple un jeu sur les statistiques, et puis en comparant des statistiques plus ou moins absurdes, etc. Et puis des choses qui étaient des choses vues dans la rue, que je traverse en scooter, donc je vois des choses comme ça de façon très évanescente, puis que j'oublie un peu, puis que je m'en ressouviens, et puis je ne saurais même pas le dire, mais des choses vraiment de nature très très différente. Et je savais que je ne pouvais faire des séries que s'il y avait comme ça cette composition très, très hétérogène, très diverse, parce que je ne voulais pas que ça devienne quelque chose qui raconte, je sais pas, la vie de ma famille, ou je voulais pas non plus que ça devienne chose que j'ai déjà fait dans d'autres livres, des portraits crachés comme ça d'individus, ou de la vie du travail précaire, comme dans Petite Nature morte au travail, où on m'avait un peu enfermé, avec ce livre, on m'avait un peu enfermé dans, alors que le mot précaire était
à cette époque-là, en 2000, moins utilisé. Alors j'étais devenu une espèce de spécialiste de la précarité. Voilà, donc je faisais des débats sur France Culture avec des sociologues. Je me trouvais dans une imposture totale. Et en même temps, voilà, j'ai ce regard-là. Je suis tout simplement touché au premier degré par ce que j'entends dire, des anecdotes, des choses, etc. Et je les oublie. Puis certaines me remontent. Et celles qui me remontent, c'est celles qui m'ont marqué en profondeur, qui ont inscrit à mon insu, pendant que je les oubliais, elles se sont densifiées, elles ont pris une force, etc. Donc il fallait qu'il y ait le mystère, et qui m'a encouragé, disons, à continuer, c'était d'arriver à mettre ensemble ces choses qui, normalement, selon les genres par exemple, les genres de littérature, ou les genres des disciplines académiques, ou les genres du cloisonnement du monde tel qu'il est, normalement on ne met pas ensemble. Alors si tu fais de l'autofiction, tu fais de l'autofiction. Ou tu fais du récit confidence sur ta mère, parce que voilà, c'est un livre où incontestablement c'est aussi une stèle à ma mère, ce bouquin. Tu fais ça, et tu fais pas autre chose. Tu fais pas finalement des petites brèves ironiques sur la réalité urbaine, ou tu fais pas voilà. Donc en fait pour moi l'idée c'était d'arriver à décloisonner, à réconcilier des matériaux qui normalement, par exemple en littérature, ne vont pas ensemble. Si on écrit un roman noir, on écrit un roman noir. Si on fait de l'autofiction, on fait de l'autofiction. Et normalement, on n'a pas le droit de faire les deux en même temps. Donc, c'est pas du tout pour dire, je transgresse les cloisonnements de genre, etc. Mais disons que, en tout cas dans le principe moteur de départ de ce bouquin, il y avait cette idée de vagabonder. C'est pas un truc de transgression comme ça, non, c'est un vagabondage comme ça, un peu sur des registres. Sur, en effet, alors moi j'ai toujours une façon par rapport à des choses qui sont très émotives de les désamorcer avec de l'humour, mais moi quand je les ai désamorcés avec de l'humour, personnellement ça me touche encore plus. Donc c'est pas du tout une façon, c'est-à-dire que j'ai pas du tout pour moi il y a une énorme différence entre une ironie bienveillante, mais qui peut être mordante, et le cynisme malveillant, qui est quelque chose de très courant aujourd'hui, et quelque chose qui, moi, m'effare, me déplaît profondément. Donc pour moi, c'est très différent. Mais c'est vrai que, voilà, donc mon émotion, elle se balade dans des endroits différents, probablement aussi de ce que j'ai dans la tête, de moi. Donc, et pour finir juste, parce que je parle trop longtemps, il faut poser d'autres questions si tu veux que je change de... En fait, c'est aussi une façon de... C'est un auteur de Vertical qui m'a envoyé un petit mot qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit tu t'es éparpillé pour mieux te rassembler. Et en fait, c'était, ça me touche qu'il ait dit ça, parce que je pense que c'est très intuitivement, en tout cas, l'idée de me réconcilier avec moi-même, ou de réconcilier des bords, des rives différentes du cours de ma vie, c'était important pour moi. Voilà. C'était aussi un moment où c'est un livre où que j'ai aussi fait dans l'idée d'essayer de mettre tous les bouts parfois un peu épars de ce que j'ai pu faire, mais où quand les gens me connaissent, de ce que je suis aussi. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que, alors par exemple, j'ai été politisé quand j'étais gamin. En même temps, j'ai jamais été militant nulle part, et je déteste militer. Donc par exemple, comment arriver... Et pour moi, comment dire, il y avait une phrase là d'un situationniste, Raoul Vaneigem, le situationniste, disons, gentil, rigolard, angélique, pas celui qui est pas le mélancolique noir et paranoïaque Guy Debord. L'autre, Raoul Vaneigem, il avait dit cette phrase là qui a été souvent reproduite, c'est celui qui parle de révolution sans jamais faire le lien, alors la phrase est plus jolie que ce que je vais dire, sans jamais faire le lien avec l'amour et la vie quotidienne, a un cadavre dans la bouche. Donc c'est une phrase qui était dans le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, qui a été publié un an avant mai 68, et
et qui est un texte très fort, que moi j'ai lu dans la bibliothèque de mes parents, je sais pas ce qu'ils y foutaient, et en fait, ça résume peut-être une des dimensions, voilà, de ce qui m'a aussi animé quand j'étais adolescent. C'est-à-dire, moi, la politique, par exemple, ou la critique sociale, ça m'intéressait. Mais si la critique sociale, elle ne parle pas aussi d'amour et de vie quotidienne, et de poésie, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Je trouve ça affreux. De quoi ça parle, d'ailleurs? De quoi ça parle? Donc, il y a des idées, voilà, comment dire, il y a des utopies adolescentes de réconcilier. Quand on est ado, on voudrait que tous les idéalismes et toutes les aspirations qu'on a en soi, on voudrait qu'elles s'épousent, on voudrait qu'elles se conjuguent. Évidemment, c'est pas possible, ça c'est clair. Mais c'est vrai que, quelle que soit celle qu'on a, hein, c'est pas... Et dans ce bouquin-là, il y a un reste, je crois, de cette divagation adolescente qui est d'essayer de mettre ensemble, de réconcilier des choses qui, évidemment, dans la vraie vie, sont pas simples à concilier. Il y a beaucoup d'échos entre Souviens-moi et le théoriste, et avec tous les thèmes que tu évoques ici. Donc je voulais aussi dire un mot sur les théoristes, parce que... Avec plaisir. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Le narrateur dans ce livre, c'est un enfant d'une dizaine d'années, justement, qui est ou qui pense être amnésique. Et il se retrouve, en fait, à un moment, par un concours de circonstances, à passer une semaine seul dans l'appartement de ses parents. Et là, il découvre des notes que son père a prises sur lui depuis sa naissance. Et il comprend, ou alors il imagine, on ne sait pas bien, qu'il a été étudié depuis sa naissance par son père, qui est un éthologue. Donc il a été étudié comme un singe ou comme une souris de laboratoire. Et que ce père, on a l'impression qu'il a épié et noté tous ses gazouillis, ses premiers mots, ses moindres gestes. À partir de là, ce fils, qui est par ailleurs, qui aide son père dans des expériences sur des souris dans un labyrinthe dans son laboratoire, il est convaincu qu'il y a une vérité à découvrir derrière tout ça. Et tout ce qu'il voit, tout ce qu'il trouve, il surinterprète tous les signes et il tombe dans une espèce de confusion et de paranoïa. Donc par exemple, il a l'impression que le labyrinthe dans lequel les souris font leurs expériences a le même plan que l'appartement de ses parents. Il a l'impression que ses parents se parlent en des langues étrangères ou des sabirs qu'ils ont inventés pour se dire des choses entre eux qui doivent être cachées à leur fils. Le père, lui, c'est un scientifique, il est plongé en permanence dans ses théories, il est coupé de la réalité par cette espèce de terrorisme théorique. Oh. Et donc il applique ses théories à tout ce qui l'entoure. C'est donc un roman qui est très beau par un fils qui cherche à comprendre son père, qui est manipulé, enfin en tout cas qui a l'impression d'être manipulé par son père, à moins que ce soit l'inverse. À moins que ce soit l'inverse. Donc on a un narrateur qui n'est pas fiable, un environnement qui n'est pas fiable, on est dans un roman qui est toujours entre farce et drame, qui donne donc cette image d'une humanité dont on a l'impression qu'elle est devenue cobaye, et donc ça qu'on retrouve aussi dans Portrait craché et dans Petite nature au travail. Et puis évidemment cette thématique qu'il y a dans Souviens-moi d'une mémoire qui est faillible, angoissée, à la fois très angoissée, très drôle, qui va toujours à la recherche de ses souvenirs. Donc il y a beaucoup de liens avec Souviens-moi dans ce roman. Et je trouve qu'il y a une espèce de fascination pour ce chaos, ce côté désordonné de la mémoire. Ouais. Et je me demandais en fait d'où ça venait, cette fascination. On écrit des livres pour le comprendre. Je ne pense pas qu'on trouve jamais la solution. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens, au sens où d'ailleurs ce dernier bouquin là, que j'ai fait, Souviens-moi, en espérant qu'il y en aura un autre après, mais bon, disons que pour l'instant c'est le dernier. En effet, il est sur un terreau qui est cette histoire d'oubli, hein, c'est-à-dire que la puissance de l'oubli, puisque c'est un livre qui valorise l'oubli. Il faut avoir oublié pour que les souvenirs deviennent intéressants. Les souvenirs un peu qu'on a, folkloriques et tout ça, mais qui restent en conscience, ils ne sont pas forcément très très intéressants. Ceux qui ont bien mariné au fond du bocal, ils ont pris des goûts, des teintes, des amertumes et des couleurs comme ça très intéressantes, de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que tous les bouquins que j'ai écrits, le premier livre que j'ai écrit, je ne vous conseille pas de lire parce que c'est un premier roman un peu, voilà, mais un peu ado, mais c'est un type qui devient amnésique volontaire. Donc moi j'ai deux obsessions, en fait j'ai deux obsessions majeures, c'est l'amnésie et l'incendie.
les 3 quarts des bouquins, et des trucs que j'ai fait, c'est l'incendie. Non mais il y a des incendies dans plein de trucs que j'ai fait. J'ai même fait un bouquin sur celui qui a ça c'est un document. J'ai bossé pendant 1 an sur celui qui a incendié le Reichstag. Donc je suis obsédé par l'incendie. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'en ai aucune idée. Alors je pourrais me raconter des trucs, et j'en dis des bouts. C'est-à-dire là, oui, ma mère a failli mourir plusieurs fois dans ces trucs de friteuse. Donc il y a probablement... Je vivais dans un quartier qui était à côté des Halles, où il y avait beaucoup de taudis encore à cette époque-là, avant que tous les pauvres soient chassés. Et il y avait souvent des incendies. Et j'étais évidemment, comme tous les gamins, fasciné par les pompiers, les grandes échelles et tout ça. Et en même temps, mon père, c'était transposé dans le théoriste. Il n'était pas du tout zoologue ou éthologue, mais il était psychosociologue, etc. Mais il avait un côté qui était rigolo, en tant que né dans une ferme. Donc c'était un paysan de Paris, lui. Et en fait, il avait un côté marrant, c'est que, en dehors du fait qu'en effet, il disait jamais « mets de l'huile », il disait « tu manques de lipides ». Donc il était quand même toujours dans une façon de parler la réalité complètement insensée, avec des mots bizarres et savants, etc. Et c'est vrai qu'en dehors de ça, il avait un côté qui était sympa, c'est qu'il était un peu clochard. Il chinait dans la rue, il était bifin, quoi. L'été, le seul truc que je faisais, lui, il n'allait jamais à la plage, tout ça, c'était nul, les vacances, c'était nul, il travaillait 14 heures par jour dans sa tête, là, à écrire ses trucs pour sa science, mais le seul truc qui était marrant, c'est qu'il allait dans les décharges publiques, pour ramasser des trucs. Il aimait les cailloux, il aimait les déchets, etc. Donc il était très copain avec tous les clochards, parce qu'à côté de Beaubourg, là, maintenant, il y a un quartier qui s'appelle le quartier de l'Horloge. Ben là, avant, en fait, c'était un endroit, il y avait une usine de retraitement du papier qui me fascinait. Parce qu'il y avait des gens, des portefaix encore, qui apportaient les cartons et avec des espèces de voitures à porteurs comme ça, et qui amenaient ce truc-là. Et donc, il y avait toute une clochardise aristocratique assez incroyable. Mon père était hyper copain avec eux, avait une espèce d'immédiateté avec eux. Et puis ramasser les trucs, c'était toujours le bordel. Ça, ce côté-là, chineur, glaneur, de choses comme ça, c'est quelque chose probablement qui m'a marqué. Et où on glane, on glane quand les choses ont été incendiées aussi. Et là, tout est dehors, et puis on va ramasser des choses dans les endroits incendiés. Et puis voilà, dans l'incendie, je peux pas, c'est pas le thème de ce soir, donc on va. Voilà, et je tourne autour, j'en sais rien. Là, je crois que j'en ai parlé. C'est un truc obsédant. J'ai retrouvé la date. Parce que vous avez bien compris qu'en fait, c'est des choses que j'ai oubliées. Et puis je m'en suis ressouvenu. Comme on s'en ressouvient, souvent en scooter, ou comme ça, on se balade, quand on est dans un moment où en fait on ne pense pas à se souvenir, et là, il y a quelque chose qui repasse. C'est pas dans un truc volontaire. Oh, il faut que je me souvienne, là, pour écrire mon livre. Non, c'est des choses qui passent. Et en fait, j'ai oublié ce que je voulais dire. Justement. Alors, à propos de glaner, c'est pas possible. Une des choses que j'ai trouvé intéressante, c'est que, souviens-moi justement, ça fait glaner le lecteur aussi. C'est-à-dire que quand je lisais, par exemple, moi, quand je lisais Je me souviens de Georges Perec, ça me plaisait parce que je me souvenais moi aussi que j'étais contente quand je trouvais un texte qui était déjà traduit dans le Gaffio. Voilà, donc là j'étais contente. Mais dans Souviens-moi, c'est différent parce qu'avec tout ce qui vient s'entrechoquer, en fait ça crée un fort lien avec le lecteur, et inconsciemment ou pas, on est soi-même emmené dans un exercice où on va soi-même glaner et rechercher. Mais c'est surtout que ça crée des petites connexions aussi, parce que parfois un nom de lieu, un fait, là-dedans, ou une situation ça crée des connexions comme ça finalement, et ça fait remonter aussi les choses. C'est-à-dire qu'on se lance soi-même à la pêche dans... Oui, j'aime bien là le mot connexion, parce qu'en fait, l'un des secrets de fabrique de ces Souviens-moi, oui, je voulais parler de l'incendie des méharis dans au milieu des années 70, où il y a plein de méharis qui ont cramé beaucoup, et beaucoup dans mon quartier. Donc ça aussi, ça a dû me marquer, voilà. Et là, j'ai fait une petite brève où je parle du fait qu'à un moment donné, bien évidemment, à un moment donné, on entend à la radio qu'il y a des méharis qui crament, et puis on a envie soi-même de jouer avec le bouchon qu'on peut enlever comme ça. C'était pas des bouchons avec des serrures. Donc on a évidemment un désir de devenir soi-même incendiaire, quand on est gamin, je veux dire, j'ai pas dit que c'était bien, ni rien. Et voilà, et à un moment donné, est-ce qu'on se souvient, voilà, et là je joue par exemple dans cette brève sur le fait que peut-être il y avait je joue sur le désir que j'ai eu moi-même d'incendier ces bagnoles-là.
Et en même temps, je devais entendre à table que c'était épouvantable, et que c'était atroce. Bon, bref. Et en plus, ces bagnoles ressemblaient à des jouets. Donc voilà, il y a tout un truc. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est la connexion. C'est le problème, c'est qu'en fait, tous ces souvenirs, je les déploie. C'est-à-dire qu'une fois que je les ai chopés, je les ai pris, bien évidemment, je re-regarde des choses. Par exemple, les Méharis, je suis allé regarder à quelle date il y a eu des incendies de Méharis. J'ai mis 2 heures sur Internet parce que c'était pas si simple que ça à trouver. Et je crois que c'est moi qui ai mis sur Wikipédia la date. À Méharis, j'ai remis le moment où il y a eu un truc d'incendie, etc. Et en fait, donc il y a quelque chose qui se déploie. Ça veut dire que je documente, j'informe mon souvenir a posteriori. Je le reconstruis. Parce qu'évidemment, ce qui me passe par la tête, c'est une odeur, un mot, quelque chose, et puis je ne sais pas trop dans quel repère chronologique, parce que ça, j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais donc je le déploie. Et pour le déployer, très souvent, ce qui m'aide, c'est de faire une connexion avec autre chose. C'est-à-dire que très souvent, si vous regardez bien, dans ces souviens-moi, il y a des choses que j'ai mis ensemble. Ce qui veut dire que j'ai pris des notes, quand ça me revenait, et puis je l'ai laissé, il était comme un souvenir un peu encore à l'état un peu, je dirais, comateux, là, et en fait, il va revivre vraiment s'il s'associe à un autre souvenir qui va le nourrir et qui va lui donner une vraie densité, et puis surtout, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse en littérature, quelque chose qui devient un peu paradoxal, un peu étonnant, un peu dérangeant, ou etc. Qui ensuite, on peut écrire d'une façon ironique, mais c'est pas moi qui mets de l'ironie dans les choses. C'est-à-dire, par exemple, pour les statistiques, là, ça se voit, c'est tout simple. Bon, bah voilà, il y a tant de... toutes les statistiques qui sont dans le livre, très souvent, c'est simplement d'accoler de statistiques. Et à partir du moment où on les accole, là, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Hein, c'est-à-dire, il y a tant d'Anglais qui pensent que Sherlock Holmes a vraiment existé, et il y en a autant qui pensent que Winston Churchill est un personnage de fiction. Ce qui est drôle, c'est ensemble. Mais je ne l'ai pas vu au même moment. C'était pas dans le même... L'AFP, c'est pas des rigolos, l'AFP. Ils n'ont pas du tout fait le rapport. Donc alors ensuite ça devient assez compliqué sur chaque de comment dire dans cette fabrique comment il a fallu les glaner, mais ensuite il a fallu aussi les connecter, les agencer, même pour en faire un seul. Et puis ensuite, par rapport à ce que tu as dit au tout début, ensuite ça a été un travail qui a été probablement le travail pour moi le plus compliqué, qui a été d'agencer pour le livre entier, de trouver l'ordre et l'ordre d'alternance, de trouver les variations. Là, il y a quelque chose, je suis vraiment pas musicien, j'aurais adoré l'être, mais là, il y a quelque chose vraiment... voilà, il y a quelque chose de très musical. Alors, il y a des systèmes d'écho que j'ai pas vus, mais qui y sont. Et puis, il y a ceux que j'ai vraiment essayé de maîtriser. C'est-à-dire, par exemple, ce qui a trait... très simplement à ma sexualité ou à ma mère ou à mon père, le running gag du livre, c'est des choses, c'est tous les 3 pages et puis c'est fait exprès ça. Par contre, l'autre jour, là, je fais une émission sur France Culture, je sais pas quoi, et le mec il me dit « Ah, il y a un truc, c'est très marrant sur les octogénaires. » Puis il m'en a trouvé 4-5 sur les octogénaires. Ben, j'avais pas réfléchi que oui, il y a quelques... Ben, ensuite, ça c'est les hasards. Quand on travaille sur des fragments, c'est vrai qu'ensuite, il y a des séries que je n'avais pas imaginées, moi. Mais parce que je pense que c'est... voilà, c'est dans ce travail de construction qui m'a pris 2-3 mois quand même, où j'en ai même, à ce moment-là, mobilisé. Je me suis vraiment obsédé en me disant, ouais, sur cette ligne-là de choses, il y a des choses qui ont un peu trait au cirque et tout ça, là, il en manque, il en faudrait encore 1 ou 2 pour que ça devienne bien. Donc là, après, j'ai vraiment essayé de creuser pour arriver à... Il y a un travail d'architecture qui était assez difficile. Mais qui a été fait après. Ouais, qui est le travail final. Mais d'ailleurs, c'est un travail dans lequel, voilà, aussi les éditeurs aux éditions d'Olivier, en particulier Laurence Renouf, qui est éditrice là-bas et qui a bien beaucoup relu le texte, voilà, elle m'a aidé. Il y en a 2-3 qu'elle a trouvé faibles, elle avait raison, et puis il y a des endroits, et voilà, on a discuté un peu de l'ordre des choses aussi. Alors je voulais parler du titre aussi, parce que c'est un titre en forme de faute de français, donc c'est un peu paradoxal ou curieux pour un amoureux du langage, même si d'avoir mis ce titre...
Oui, ben là, en fait, je suis très fier de moi, très content, parce que c'est quand même la deuxième fois. Puisque le théoriste, qui est une traduction fautive de l'anglais, c'est-à-dire qu'en anglais, theorist, oui, c'est un théoricien. Et en français, un théoriste, ça veut rien dire, c'est un mot qui n'existe pas, c'est une faute de français. Donc c'est ma deuxième faute de français, donc je suis assez content. Qui est là d'une autre nature, parce que, et ce que j'aime bien, c'est que le théoriste, tout le monde comprend en se disant, ah, ça joue sur plusieurs choses, on entend terroriste derrière, etc. Et souviens-moi, finalement je vois, là j'en ai parlé au caviste quand je suis allé acheter des bouteilles, qui me dit, mais alors c'est quoi, vous allez à la librairie, ah bon, mais vous êtes libraire? Je dis, non, non, moi je suis auteur, je m'invite. Et puis il me dit, c'est quoi le nom de votre livre? Puis il me dit, moi je lis jamais, j'ai jamais lu un livre, moi. Et il me dit ça, il me dit, j'ai jamais lu un livre, moi j'ai lu sur le vin peut-être. Il faut choisir. Et puis il me dit, c'est quoi le titre de votre livre? Puis je lui dis, souviens-moi. Il me fait, oh c'est joli ça, souviens-moi. Et c'est-à-dire que non mais c'est marrant, c'est-à-dire je vois bien que ça fait comme si c'était au contraire quelque chose d'idiomatique, quoi. Ah, souviens-moi, ça passe. Et j'aime bien cette façon, ce léger forçage, pour le dire autrement, cette licence poétique, qui plus chic, qui fait que c'est comme si, enfin, il y a une inquiétante étrangeté ou une familière étrangeté, inquiétante familiarité, là, c'était le concept de Freud, là. Et il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire ça a l'air presque correct et c'est incorrect en même temps, et les gens peuvent se l'approprier comme quelque chose comme ça. Et ça, j'aime bien. Donc ça, c'est né sur un scooter à un moment donné. Je me dis, souviens-moi, c'est bien ça. Souviens-moi, ça me plaît, ça. Donc ensuite, le jeu qui était intéressant, c'était de faire le pari qu'en effet, le titre du livre, alors ça, il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, ça, je crois que personne ne l'a jamais fait. Je lui ai dit, écoute, c'est pas très grave, tu sais, que personne ne l'ait jamais fait, ou quelqu'un l'ait déjà fait, c'est pas très grave. C'est vrai que tous les fragments, on commence tous par de ne pas oublier, donc le titre est comme les deux premiers mots sous-entendus de chaque phrase. Donc je suis sûr que si on creuse, il y a un poète grec qui a dû le faire au IIIe siècle avant Jésus-Christ, parce qu'on fait jamais que réinventer des choses, mais en tout cas c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a... Il y a une sorte de pari comme ça, qui a ce titre sous-entendu dans le début de chaque phrase, et que le début de chaque phrase, il y a quelque chose qui manque déjà. Et c'est quand même un travail sur... on fait émerger... C'était bien en fait, il y a un mot comme ça que j'ai pas assez employé, mais qui est exactement ce mot-là, c'est des aperçus. Tout ça, c'est des brefs aperçus. Et c'est vrai qu'il manque quelque chose, il y a une part manquante. Et puis souviens-moi, ça incite aussi le lecteur à faire lui-même ce... Alors souviens-moi, il y a une injonction à soi-même, comme un aparté en théâtre, il y a... Donc c'est comme... Parce que moi j'aime pas les injonctions. L'injonction la plus ridicule de tous les temps, je pense, c'était celle qui avait marqué sur les murs en mai 68, il y avait marqué « Révolte-toi ». Et ça me fait rire, ça me fait un peu penser à un livre que j'aime beaucoup d'Olivia Rosenthal, qui s'appelle cette leçon... comment ça s'appelle, les 7 chemins de la désobéissance, ou un truc comme ça, les 7 voies de la désobéissance. Et en fait, c'est un faux traité de Tao, là, Zen, tout ça, là. Et en fait, c'est un maître qui apprend à ses disciples à désobéir. Évidemment, ça marche pas trop, quoi. Et l'impératif, c'est un drôle de truc, l'impératif. Et c'est vrai que tout ce qui est à l'impératif comme ça, engage-toi, révolte-toi, habille-toi, etc., ça marche pas, quoi. Et ça marche surtout pas quand on dit que pour intimider les gens à se révolter. Tandis que souviens-moi, ça retourne, je dirais, cette figure de l'impératif, ça la retourne en douceur. J'intellectualise après, hein, c'est le truc qui m'est venu comme une blague qui s'est petit à petit, qui a pris un peu de fragilité, j'espère un peu de douceur, quoi. Mais au départ, c'est vrai que c'était un peu une blague. Alors il y a des thèmes donc, qui courent, et un de ces thèmes c'est le scooter, et donc on a l'impression qu'il y a beaucoup d'idées qui viennent sur le scooter avec le mouvement. Oui, ben ça c'est un peu lié à... C'est un peu lié à tout... En fait, moi je dis que c'est vrai que le scooter c'est essentiel à mon activité littéraire. Bon, c'est un peu une coquetterie de dire ça comme ça. Je dirais que c'est simplement
qui est commun à tout le monde, qu'on soit, je sais pas quoi, artiste ou pas artiste, etc. C'est-à-dire ces espaces, ces interstices où on est entre le moment du boulot ou du couple ou de la famille ou d'une activité quelle qu'elle soit. Et on est entre les deux. On est en transport. On est en transport et on est un peu seul dans sa tête à ce moment-là. Et on n'a pas le devoir de faire la causette avec quelqu'un. C'est avec le scooter, ce qui est bien, c'est que là, c'est sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me faire la causette en même temps. Je suis tout seul. Et du coup, il y a une sorte de moment qui est un peu un moment de méditation, puis qui est un peu un moment de pilote automatique. Non pas du scooter, je le conduis quand même. Mais dans ma tête, je suis un peu en pilote automatique. Et donc, mais ça serait un cheval, ça serait la même chose. Enfin, je ne crois pas à la vertu particulièrement du moteur à explosion, Castellan, du scooter, de telle marque. Enfin, je suis pas... Non, mais le mouvement, c'est peut-être important. Et il y a le mouvement. Il y a la traversée, mais c'est exactement pareil, je dirais. J'aime bien aussi. C'est-à-dire que j'adore prendre le train tout seul. Désolé pour ma compagne ici présente. J'aime bien aussi prendre le train avec quelqu'un. Mais ce que je veux dire, quand on est tout seul et qu'on prend le train, et qu'on n'a pas trop... et on met la tête un peu sur la vitre, et puis c'est parti, quoi. Et en fait, incontestablement, ça aide de voir le paysage circuler, cette espèce de mouvement qui est représenté par la réalité qui devient paysage, et ça aide à rêver, ouais, je pense. Ça met dans un drôle d'état, quoi. Et... Oula. Bonsoir. Je voulais poser une question aussi sur la forme fragmentaire, comme ça, Oui. l'écriture, parce que bon, quand on vous lit, évidemment, on pense à Georges Perec, mais on pense aussi à Félix Fénéon. Et puis on retrouve cette forme brève ou fragmentaire dans Petite nature morte au travail et dans les portraits crachés. Donc je voulais savoir en fait d'où ça venait et quelles avaient été les influences. Alors sur le... en fait, je pense que quand j'étais à la fin de l'adolescence, j'étais pas un très grand lecteur de fiction, mais j'écrivais de la poésie, soit en vers libre, soit en... J'ai même dû essayer de faire des sonnets ou des alexandrins, mais bon, oublions. Et ensuite, plutôt de la poésie en prose, des choses comme ça. Et j'étais très là-dedans. En fait, je me suis un peu forcé parce que c'est le genre dominant et parce qu'il faut, voilà, à partir du moment où je voulais continuer à écrire, à m'essayer à faire des romans. J'en ai écrit 2-3, pour la plupart assez pathétiques, dont un qui s'appelait Défloraison et que j'ai fait taper à la machine par ma mère, parce que j'ai honte maintenant. Et mon Dieu. Et quelle horreur. Comment j'ai pu faire ça? Et c'est vrai que je ne suis pas très doué pour les intrigues, je ne suis pas très doué pour tout ça. Donc moi, l'enjeu pour moi, c'est de continuer à avoir ce rapport poétique, j'espère, à la langue, dans un récit au plus long cours, où on traverse en effet, il y a des événements, il y a des gens qui deviennent personnages, plus ou moins, mais moi je ne suis pas très à l'aise, j'ai pas de savoir-faire par rapport à ça, et donc j'étais pas très à l'aise avec ça. J'ai un peu essayé, je dis pas que ce que j'ai fait, je vais pas cracher sur ce que j'ai fait, mais assez vite à l'intérieur de ces formes que j'ai essayé de faire des fictions longues, en fait assez vite dedans, il y en a une, Les Gauchers, ça commençait à être un truc polyphonique avec plein de gamins qui prenaient la parole, et puis des dépositions qui semblaient être des dépositions soit à la police, soit etc., qui faisaient des textes courts. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de mon travail de fiction, petit à petit, ça commençait à se subdiviser. Je n'arrivais pas à faire une unité. Vraiment, j'y suis un peu arrivé avec le théoriste et le soi-disant, mais sinon, je suis rarement arrivé à le faire, à vrai dire. Et petit à petit, j'ai pris conscience, et j'ai osé, avec les Petites natures mortes au travail, me dire, je ne vais pas faire des nouvelles, mais je vais faire des textes courts dont je ne connais pas exactement le statut. Et puis ensuite, maintenant, il y a un combat qui s'est joué, c'est de faire de plus en plus court. Alors là, je suis vraiment très court, donc j'ai fait plus court encore, parce que j'ai fait des textes, mais qui font partie pour moi de mon travail littéraire, des autocollants et des badges. Mais là, je ne peux pas aller plus court, parce qu'il y avait 3 mots dessus, donc je suis au plus court du plus court. Donc maintenant, je pense que si alors,
maintenant, je me rends compte, je me dis, donc j'ai deux types d'écriture peut-être. Une écriture qui serait plus d'essayer de prendre la voix de quelqu'un, ou le regard d'un enfant, de tout ça, et d'essayer à ce moment-là d'avoir une espèce de vision du monde global, plutôt qu'un roman, à travers la subjectivité et la fausse naïveté que j'aime des gamins. Et puis il y a une autre veine, un autre savoir-faire. J'ai 50 balais, c'est maintenant que je regarde et je me dis, tiens, il y a autre chose en moi qui est cette espèce d'écriture à plus petite échelle, où j'aime bien, parce que j'ai aussi un problème. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé l'autre jour un mail très très sympa sur ce texte, dont elle avait déjà lu des bouts sur le blog, et puis elle me dit, bon, maintenant quand même je peux te l'avouer, ta densité d'écriture sur les textes un peu longs, c'est saoulant. Et c'est vrai que je me rends compte aussi que j'aime tellement la densité, j'aime tellement que dans chaque phrase il y ait 2-3 éléments comme ça qui soient déjà un peu ambivalents, un peu complexes, etc. Et avec une saturation informationnelle dans la phrase, qu'à un moment donné, quand c'est des paragraphes de 3 pages, les gens ils deviennent fous, quoi. Et tout est enfoui, mais du coup ça résonne pas. Donc je me suis aperçu que c'était presque, cette écriture en fragments, pour moi c'était presque, au lieu des blocs de marque que j'avais, là j'arrive à tailler des trucs, puis je vois bien que je les partage quand même plus simplement. Voilà. C'est pas pour ça que je le fais, je me sens mieux, et en ce moment je me sens bien dans cette forme-là. Ensuite, il y a d'autres raisons. Je pense qu'il y a aussi le mode de vie qu'on a. Voilà, moi je fais aussi éditeur à plein temps, on fait plein de choses, donc c'est vrai que c'est aussi dans l'interstice de beaucoup de choses que je fais dans ma vie. C'est vrai que ces formes courtes, c'est quelque chose qui est plus simple à installer. Alors, maintenant, je suis allé tellement vers le petit, j'ai envie de reprendre un peu des textes un peu plus longs, mais par ailleurs, incontestablement, il y a des écritures qui m'ont profondément marqué, qui vont de la poésie en prose, voilà, de Baudelaire, du Rimbaud en prose, enfin, toutes ces merveilles poétiques très, 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 très ramassées, très condensées. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément fasciné. J'ai croisé ensuite, pour 1000 raisons, Félix Fénéon, donc qui réécrivait les dépêches de l'agent Savas dans le journal Le Matin au tout début du siècle, et qui les réécrivait Félix Fénéon était à ce moment-là, il avait travaillé au ministère de la Guerre, et en même temps il était un très grand critique d'art, et un drôle de personnage et c'est vrai qu'il avait été très marqué, je pense, par les symbolistes, et en particulier par Mallarmé. Et donc pour moi, le travail de Fénéon, c'est comme si Mallarmé se mettait à réécrire la dépêche de l'AFP, quoi. C'est à la virgule près, je trouve que c'est un travail magnifique de syntaxe, quoi. Et moi ça me fascine, hein. Je dois avouer que je suis assez fasciné par la ponctuation. Voilà. Non, mais l'air de rien, c'est la virgule joue beaucoup pour arriver à faire rebondir bien le retard d'information, puisque j'aime bien dire les choses un peu en retard et tout ça. Là, il ne faut pas se planter dans la virgule. Donc c'est incontestable que, par exemple, les nouvelles en 3 lignes de Fénéon que Paulan a publiées après 45, donc elles n'étaient pas signées dans le journal, c'était des dépêches. C'est comme si vous lisez Le Parisien, puis vous lisez les dépêches de l'AFP, des petites brèves, puis d'un coup, c'est un espèce d'écrivain esthète dandy qui les a écrites et qui les a polies et ciselées. Donc c'est complètement, elles n'étaient pas signées. Donc il l'a avoué à Paulan, etc., qui ensuite en a fait un recueil, Nouvelle en 3 lignes, qui est devenu quelque chose d'assez culte en fait. Et j'aime bien parce qu'il est aussi, ça recoupe autre chose pour moi, ça a un statut extrêmement impur. Là encore au niveau des genres dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ces nouvelles de Fénéon, qui étaient parues dans le journal sous forme anonyme, dont on découvre 40 ans après que c'est écrit par quelqu'un, et qui n'est ni de la poésie, ni du documentaire, ni non plus des nouvelles. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et ça me plaît beaucoup. Donc incontestablement, ça m'a beaucoup marqué. Là, il y a un bouquin qui est sorti, c'est Volodine, donc qui sous pseudonyme a écrit ses slogans. Par exemple, ça, j'aime beaucoup ce travail. Donc c'est vrai que toutes ces formes brèves, petit à petit, ces formes brèves qui ne sont pas des nouvelles, hein, donc qui sont quelque chose qui est un autre type de travail sur le bref, sur le court et tout ça. Disons que c'est quelque chose qui m'accompagne depuis, je dirais, 10-20 ans.
j'aime beaucoup ça. Et alors là, par exemple, ça, je ne l'ai pas lu, donc je vais l'acheter tout à l'heure pour le lire. Parce que j'ai vu que tu en parlais, et tu en avais parlé, là, j'avais vu sur le net, là, et je ne le connais pas. D'ailleurs, je voulais mentionner qu'il y a un très beau texte sur les nouvelles en 3 lignes de Félix Fénéon dans Artistes sans œuvre de Jean-Yves Joannet. Absolument. Quel duo. Est-ce que vous avez des questions pour Yves ? Je voulais quand même parler du thème de la précarité. Je suis désolée, même si c'est une étiquette qui a été... Non, C'est vrai que c'est un thème qui est traversant, à la fois sur la précarité de la mémoire, la précarité matérielle. Donc je voulais savoir si c'était un thème qui continuait. Parce que... Alors, ce que je pourrais dire sur la précarité, pour quelque chose qui englobe tout à la fois sa dimension sociale, sa dimension existentielle, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est dans des vies, voilà, le sentiment aussi de la précarité du temps, de la précarité des valeurs, de la précarité de plein de choses. Alors, je ne suis pas en train de tenir le discours exact que tenait, d'une manière assez maligne d'ailleurs, l'ancienne directrice du MEDEF, Madame Parizeau, qui disait, oui, mais on dit, il y a de la précarité, mais la vie, elle est précaire, puis les choses sont précaires. Mais c'est pas idiot ce qu'elle disait. Bon, c'était pour soutenir quelque chose d'une manière un peu paradoxale et un peu peut-être agressive, mais c'est vrai que ce que je trouve intéressant dans ce thème de la précarité, c'est que c'est un thème par rapport qui est ambivalent. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, si on le dit en termes simplement dans le rapport au travail, qu'aujourd'hui, il puisse y avoir des façons d'envisager le travail qui ne soient pas sur du plein temps au même endroit toute sa vie, c'est pas une chose en soi qui est atroce, très loin de là. Et qu'en même temps, ça puisse être dans des conditions sociales d'existence qui soient épouvantables, c'est pas bien. Parce qu'il n'y a aucun, je ne vais pas rentrer, on n'est pas dans un meeting, qu'il n'y a en effet, vu que les gens les 7 millions à peu près de gens qui ont un travail précaire en France, ou des périodes de précarité entre le chômage et le travail, puisque le chômage et le travail, c'est les mêmes aspects de la vie, ces gens-là, en fait, ils le subissent, mais en même temps, il y a quelque chose dans cette condition moderne qui n'est pas en soi atroce. Bref, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas avoir un jugement à l'emporte-pièce simple. C'est quelque chose qui est à la fois un acquis de la modernité et qui est peut-être un acquis qui... Enfin, je veux dire, on va quand même pas se mettre dans la nostalgie, se mettre à regretter la condition ouvrière des mineurs à la fin du 19e siècle, qui était à peu près celle des gens qui travaillaient à la mine d'Alès en 1950. Parce qu'en 1940 et 30, dans la mine d'Alès, il y avait encore des chevaux qui ont crevé les yeux pour descendre au fond de la mine, et ils travaillaient encore au piolet, parce que les veines de la mine d'Alès étaient hyper pourries, en fait. Donc on ne peut pas non plus continuer à se dire, mais c'était merveilleux, la condition, même pendant les 30 glorieuses, de travailler tant d'heures par... Enfin voilà, c'est pas vrai. Et en même temps, la condition moderne du travail partiel, et comme disait ma grand-mère, 1000 métiers, 1000 misères de la précarité, c'est pas bien non plus. Bref, ça fait débat. C'est pas simple. C'est ça que je trouve intéressant. Et c'est pour ça que c'est aussi pour moi un objet qui peut devenir littéraire, ou qui peut rentrer en contiguïté, en résonance avec mon intérêt poétique pour l'ambivalence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ambivalence des sentiments, c'est l'ambiguïté, c'est les paradoxes, c'est les hiatus, c'est tout ça, dans la vie, la sexualité, mais aussi dans l'esthétique, dans tout. Et or, ce sujet qui est celui de la précarité, avec sa part de désir d'en finir avec des formes anciennes du travail qui sont insupportables, et qu'en même temps, c'est probablement la condition aujourd'hui la plus terrible qui soit socialement, ça fait un débat, ça fait une contradiction qui nous traverse. Or, c'est à partir de ces contradictions qu'on fait de la politique, vraiment, mais des contradictions, à partir du moment où on assume qu'elles sont à l'intérieur de soi. Pas en disant, les contradictions sont dans le monde et moi j'ai tout compris. Comme beaucoup de gens, dont Guy Debord et d'autres. Et c'est-à-dire qui parlent en aplomb de tout ça. Comme si eux, ils avaient compris, ils étaient extérieurs au problème. Non, on est traversé par ces contradictions, et du coup, c'est un objet qui peut être politique, mais
mais qui est poétique aussi, parce qu'on ne parle bien poétiquement, on est dans la bonne transe ou dans la bonne hallucination poétique de Paul Claudel à Rimbaud, en passant par Essénine, ou Apollinaire, ou Mallarmé, ou tout ce qu'on veut, sauf Houellebecq, l'air de rien, on est traversé par ça. La poésie, elle est faite aussi à partir des contradictions intérieures de chacun, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien, en moi, le lien entre un regard politique qui parfois, ça me bassine parce qu'on me dit « Ah, mais social, politique, tout ça », alors tout de suite, c'est comme si j'avais un discours simplificateur avec des opinions et des convictions qui noyaient le truc, alors que moi, c'est plutôt essayer de repérer les endroits où c'est contradictoire. Et ça, je veux dire, l'air de rien, tous les grands de gauche ou de droite, ou tout ce qu'on veut, tous les grands penseurs, tous les voilà. Enfin, pour moi, l'un des plus grands penseurs politiques, c'est Swift, quoi. Le satiriste Swift qui propose, dans sa modeste proposition, pour résoudre le problème de la misère en Irlande, qui propose des recettes de cuisine pour manger les enfants. Et en fait, l'air de rien, dans ce texte qui est complètement ironique et drôle et tout ce qu'on veut, etc., mais l'air de rien, il fait, au risque, en prenant des risques, il fait un extraordinaire portrait de la misère, documentaire de la misère en Irlande, à ce moment-là. Donc voilà, donc ensuite les formes, la satire de cette époque-là, elle n'est pas reproductible aujourd'hui, il faut trouver d'autres formes, etc. Mais disons que voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est plus fort que moi. Je suis sensible à l'injustice. Je pense que ma maman m'a apporté ça et je lui en suis très redevable. Et cette sensibilité-là, elle n'est pas, j'espère, larmoyante et pleurnicheuse, elle est ni idéologique, elle est poétique. Je l'espère. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si, Sinon, moi, je voudrais justement, je ne sais pas si tu as encore le temps de dire autre chose que dans ton métier d'éditeur, mais moi j'aimerais bien savoir quels sont les livres importants pour Yves Pagès, des livres peut-être qui l'ont marqué ou qu'il a lu récemment et qui lui plaisent. C'est libraire de 5 minutes, quoi. J'en profite pour dire que le 29 avril, on reçoit Maëlys de Carangal comme libraire d'un soir. Une auteur qui nous est cher. Auteur cher à Vertical. Ouais. Réparer les vivants, très beau titre. Et qui n'est pas un impératif, mais un infinitif. Très beau. Non, ben moi j'ai été traversé par des lectures extrêmement diverses. Hein. Moi, c'est vrai que l'important c'était. Parce que j'ai fait une thèse pendant 5 ans sur Céline, et puis un essai dessus, où j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient monomaniaques. C'est-à-dire que les gens qui sont vraiment céliniens, mordicus, ils n'aiment que Céline. Les Proustiens aussi souvent sont comme ça. Ils ne s'aiment pas entre eux d'ailleurs. Et moi, j'aimais bien. Alors, de temps en temps, j'ai dit à des Céliniens que oui, quand même, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est un livre que j'aime beaucoup. Moi, je ne dis pas que je relis La Recherche tous les étés en allant à Venise. Je ne suis pas de ce genre. Mais il y a des livres que j'aime beaucoup de Proust, etc. Et c'était impossible de le dire. Et c'est vrai que je crois que c'est dans la diversité d'impact comme ça. Donc moi, je dirais, mais à toute vitesse, comme ça, n'importe comment. En terminale, je lis Le Bavard de René-Louis Desforêts. Ce texte-là, incroyable. Le bruit et la fureur et tandis que j'agonise de Faulkner. Les démons ou les possédés, ça dépend des traductions, de Dostoïevski. Céline, Voyage au bout de la nuit d'abord. Jean Genet, Notre-Dame des Fleurs. J'ai lu ça un peu trop jeune, mais c'était très bien. Ça inquiétait beaucoup mes parents, qui étaient persuadés que j'allais devenir homosexuel. Et Sandra, Moravagine et la poésie de Sandra, très proche d'Apollinaire, qui me plaisait beaucoup. Et puis ensuite, on découvre des trucs dans la littérature, Gombrowicz, qui m'a marqué, mais peut-être un peu plus tard, beaucoup. Et puis, ensuite, j'en oublie des kilos, mais ce évidemment que j'ai adoré, Diderot, Diderot comme pilier 18e, tout ça, Diderot, voilà, ça m'éclate vraiment. Je trouve ça vraiment fou, vivant, incroyable, ça me plaît énormément.
Et puis voilà, puis ensuite on découvre plein de choses. Alors ensuite, on découvre aussi le goût des mineurs ou d'aimer un texte. Voilà, si je vais dire Kafka, je vais dire j'aime ça. Kafka, j'aime les textes très courts. La colonie pénitentiaire, tout ça, c'est ça qui ça me plaît. Et puis je dirais, dans les choses très très marquantes, voilà, Deleuze, ça m'a marqué énormément. Voilà, parce que c'est une lecture qui m'a foudroyé. Donc, mais ça veut dire aussi que ça m'a apporté littéralement. Enfin voilà, tout ça était très mélangé à la fin des années 70. Et puis voilà. Puis ensuite il y a encore des Henri Michaud. Et Henri Michaud c'est plus récent, c'est peut-être il y a 15 ans, 20 ans, tout d'un coup là. Voilà, Henri Michaud, ça me touche énormément. Ça. Voilà. Mais ensuite, j'en oublie peut-être de absolument Arnaud Schmitt, mais tout ça, mais j'en oublie peut-être de fondamentaux. Mais c'est pour dire voilà, que ça se. Jim Thompson. Non, mais tout à fait sérieusement. Non, voilà. Ensuite, ça se balade dans des endroits très différents. Il peut y avoir des textes mineurs, mais qui sont marquants, comme pour les films. Ou la musique, on peut avoir aimé tel film d'un réalisateur qui n'est pas extraordinaire, mais ce film était... Cria Cuervos, c'est un film pour moi majeur. Bon, Carlos Saura n'est pas le plus grand cinéaste de tous les temps, puis moi je préfère le cinéma italien au cinéma espagnol, mais voilà, c'est un film qui m'a marqué à vie. Il y a des films comme ça, où on en parlait l'autre jour, Volutsaline Coucou, c'est des films... Bon, en l'occurrence, moi j'aime bien le réalisateur, mais c'est un de ses derniers bons films aux États-Unis, là, mais voilà, c'est des films qui sont marquants parce qu'ils portent existentiellement, puis le moment où on les reçoit est tellement important. Et ensuite, dans le catalogue des éditions verticales, j'ai beaucoup de textes que j'aime énormément, autant que j'ai pu contribuer à aider les auteurs à gagner confiance en eux et à les faire, mais j'ai des vraies admirations. Voilà. J'ai des vraies admirations, alors c'est difficile à dire parce qu'on se dit, mais alors et les autres tu les aimes pas? Non, mais il y a des hiérarchies de valeurs, donc je dirais simplement que, incontestablement, j'ai une admiration, on ne parlera pas de Maëlys ici présent, mais oui, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail d'Olivier Rosenthal et de Régis Geoffrey avant qu'il parle des faits divers existants réellement, avant qu'il quitte les éditions verticales, où il est un peu perdu, avant qu'il prenne un agent littéraire. Et ça n'a pas forcément de rapport. Et aussi, mais ça peut arriver pour des premiers romans. J'ai eu des emballements incroyables sur le premier roman qu'on avait fait, Jean-Louis Magnan, Anti-Liban, Les îles éparses. On a refusé son 3e, son 4e, son 5e. Mais ces 2 livres, ça m'a marqué à vie, oui. C'est des livres. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours vivant. De très fulgurant, de très fêlé. Voilà. Donc, je ne sais pas où il en est, mais c'est des livres qui n'ont pas marché, qui m'ont énormément marqué. Et puis, c'est vrai que j'ai un attachement tout particulier, parce que je suis, depuis que je suis à Vertical, disons que je me suis toujours beaucoup occupé des premiers romans, même quand c'était Bernard Wallet qui s'occupait du reste. Et c'est vrai que j'ai un attachement du moment de la découverte. Voilà. Donc la découverte de Frédéric Siriez, la découverte de François Beaune, la découverte de Noémie Lefebvre, la découverte de Pierre Sange, la découverte, tout ça c'est des choses, voilà. Quand j'ai lu Veuve au maquillage de Pierre Sange, j'ai eu un choc. Enfin, voilà, et c'est un choc, voilà, c'est des chocs parce que ça c'est des livres qui sont arrivés dans une enveloppe en papier craft, qu'on des cachettes, on ne sait pas qui c'est, des fois ils ont des pseudos, la moitié de ceux dont je viens de dire, c'était pas leur vrai nom, et tout ça, enfin, c'est étonnant, quoi. Et ça existe vraiment, et c'est pour ça que je ne vais pas trop me plaindre, parce que je fais quand même un boulot agréable. En dehors de tout ce qu'il y a de déprimant sur l'état du livre, de l'économie, de la récession, de problèmes, de rien qui va, tout ça, enfin quand même, l'air de rien, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses dans la littérature française, depuis 20 ans, en tout cas depuis que moi je m'y intéresse à regarder, pas seulement en tant qu'auteur, mais en tant que de l'autre côté, il se passe beaucoup de choses. C'est pas forcément facile à voir parce qu'il y a trop de livres, parce que ceci, mais il se passe beaucoup de choses et à Vertical, l'air de rien, on a un petit bout de cette vie. Et donc c'est vivant, donc c'est quand même assez génial. Nous on a un tube à essai, puis dedans il y a il y a plein de cellules très vivantes, très remuantes, et je trouve c'est étonnant. Ensuite il faut s'accrocher pour arriver à défendre le devenir sur la durée de tous ces gens-là, parce que tout ça, c'est quand même des cultures minoritaires.
Il faudra revenir comme libraire d'un soir pour nous parler plus longuement Ah ouais, avec d'un plaisir. certain nombre de livres. Avec plaisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à faire signer des livres à Yves, à continuer à lui poser des questions autour d'un verre. Et merci en tout cas. Ben, merci. Et je voulais remercier toute l'équipe et pour les gens qui connaissent pas, c'est un lieu vraiment étonnant, extraordinaire. Voilà, c'est un lieu de goût, c'est un lieu d'envie de défendre des livres, même hors actualité, hors des sentiers battus. Voilà, c'est une librairie que j'ai découvert petit à petit, et par Claro, et par etc., puis et par d'autres auteurs, etc. Et c'est vrai que c'est un très bel endroit. Voilà. Merci beaucoup.